Aujourd'hui, nous examinons un cas de la fin du XIXe siècle. Alors asseyez-vous pendant que nous allons en France. Gabriel Bompard est né le 13e août 1868 dans la belle ville de Lille, dans le nord de la France. Sa mère est décédée quand elle avait 13 ans. Elle a donc été élevée par son père, qui travaillait comme marchand de métaux. Lorsque son père a emménagé avec sa maîtresse, Gabrielle a été envoyée en pension. Cependant, elle se comportait souvent mal et chaque fois, elle était transférée dans une autre école. Elle était décrite comme une fille ayant une tendance à mentir. Finalement excédé par ses constantes fautes, son père a arrangé avec les autorités pour que Gabrielle soit placée dans un institut correctif, afin d'essayer de lui apprendre comment un bon citoyen devrait se comporter dans la société française. Cependant, il était difficile pour Gabrielle de comprendre ce qui était réellement attendu d'elle, et elle allait rester dans l'institution jusqu'à l'âge de 18 ans. Après être retournée chez son père pour une courte période, elle a décidé de partir pour Paris. Elle se sentait indésirable par son père et pensait qu'elle pourrait faire son chemin dans la capitale française. Cependant, Paris pouvait être un endroit dur et solitaire pour une jeune femme avec très peu d'argent, et elle a rapidement été remarquée par les habitants indésirables de la ville. Voleurs et escrocs lui portaient une attention spéciale. Après quelques jours, elle a rencontré un homme nommé Michel Leroux. Il était intelligent, éloquent et 25 ans plus âgé qu'elle, étant né le 30 mars 1843, dans la ville de Saint-Étienne, dans le centre-est de la France. Michel avait déjà eu une vie très mouvementée. Il a rejoint l'armée et a servi au Mexique pendant la seconde intervention française, mais il a finalement déserté et s'est rendu aux États-Unis d'Amérique. Il y était resté jusqu'à ce qu'une amnistie lui permette de retourner en France. En 1870, il s'est marié, mais il s'est avéré être un mari pauvre et indifférent et a rapidement quitté sa femme. Il a passé les 17 années suivantes à travailler occasionnellement et à trouver souvent des moyens de séparer les honnêtes gentilshommes de leur argent. Michel était un linguiste accompli. Il apparaissait donc comme une personne très crédible pour ses victimes insoupçonnées. Lorsqu'il a rencontré la jeune et impressionnable Gabrielle Bompard, il était fortement endetté et cherchait un moyen de gagner rapidement de l'argent. Il a charmé la jeune dame avec ses histoires de ses voyages, et bientôt Gabrielle est devenue sa maîtresse. Ensemble, ils se promenaient sur les boulevards parisiens et fréquentaient les cafés et les restaurants. Michel semblait très fier de la jeune dame qu'il avait au bras, mais alors que ses dettes s'accumulaient, il avait besoin d'un moyen de générer de l'argent. Il a eu une idée très ancienne et simple. Gabrielle attirerait un homme riche dans un appartement où il le volerait et le tuerait. Ça devrait être quelqu'un qui porte une somme d'argent substantielle. Michel avait survécu pendant de nombreuses années, un pas en avance sur la loi, car il était très particulier à propos de travailler chaque aspect de son crime, et cela ne ferait pas exception. Il a demandé à Gabrielle de louer un appartement au rez-de-chaussée. Il devait être au rez-de-chaussée, afin que personne vivant en dessous n'entende les pas ou un corps qui tombe. Le couple s'est ensuite rendu à Londres et a acheté un grand coffre, un très grand sac en coton, de la corde, une poulie et de la corde en soie. Lorsqu'ils sont rentrés en France, ils se sont rendus dans l'appartement nouvellement loué, où Michel a enfoncé la poulie dans une poutre transversale et a suspendu un rideau à travers l'alcôve derrière le lit. Il a ensuite mis une chaise derrière le rideau. Son plan était très détaillé. Gabrielle emmènerait la malheureuse victime dans la pièce, placerait sa tête de manière ludique dans la corde, puis Michel, qui se cacherait derrière le rideau, la tirerait, ce qui entraînerait l'étranglement de l'homme. Une fois tout en place, Michel devait choisir une victime suffisamment riche, qui portait de grosses sommes d'argent et qui était susceptible d'être attirée par une jeune femme séduisante. Il a décidé qu'une très bonne cible serait Toussaint Augustin Gouff. C'était un veuf de 42 ans qui vivait près du centre de Paris avec ses 3 filles. Il travaillait comme huissier et signifieur, ce qui signifiait qu'il avait souvent de grosses sommes d'argent en sa possession. Il ne laissait jamais d'argent dans son bureau pendant la nuit, pensant qu'il était plus sûr de l'emporter chez lui. Cependant, les vendredis, il sortait en ville et ne rentrait pas chez lui.
alors il laissait l'argent au bureau et le récupérait le lendemain matin. Le soir du 26 juillet 1889, M. Gouff est sorti dans son bar parisien habituel. Gabrielle était là, attendant commodément, et quelques minutes après son entrée, elle a entamé une conversation avec lui. Ils ont pris quelques verres, puis elle l'a attiré dans son appartement. On n'a plus jamais vu Toussaint Augustin Gouff. Il a été signalé disparu et la police a enquêté sur sa disparition. Le concierge de son bureau a confirmé que le vendredi 26 juillet, vers 9h du soir, un homme était entré dans le bâtiment et s'était rendu au bureau de M. Gouff. Quelques minutes plus tard, il est reparti et lorsque le concierge a tenté de l'interroger, il l'a bousculé et s'est précipité. Lorsque la police a examiné le bureau, elle n'a rien trouvé de manquant et une somme de 14 000 francs était cachée derrière quelques papiers. La seule chose étrange était 10 longues allumettes qui étaient à moitié brûlées sur le sol. La police était convaincue que quelque chose était arrivé à M. Gouff et considérait que le visiteur mystérieux de son bureau, la nuit où le gentleman avait disparu, était quelqu'un à qui il devait en parler, mais ils ne savaient pas qui il était. Ils ont parlé aux amis et à la famille de M. Gouff et ont retracé ses mouvements la nuit du 26 juillet, mais leurs enquêtes ne les ont menés à aucune information qui pourrait les aider à identifier un suspect. Le 29 juillet, Michel Héroux et Gabrielle Bompard ont quitté Paris et se sont rendus au port de Calais, où ils ont pris un bateau pour Dover. Michel a voyagé sous le nom de Monsieur Labourdère et Gabrielle prétendait être son fils adolescent. Elle avait coupé ses cheveux et prétendait voyager en tant que garçon avec son père. Quelques jours plus tard, ils ont embarqué sur un paquebot transatlantique en direction du Canada. Cette fois, le couple a voyagé sous le nom de Monsieur Vanillard et sa fille Bertha. 8 jours plus tard, ils sont arrivés à Québec. Ils ne voulaient pas rester trop longtemps au Canada et, dans une tentative élaborée pour brouiller leur piste, ils sont d'abord allés à Montréal, puis ont voyagé à Vancouver avant de se rendre à San Francisco. Au cours du voyage, ils ont rencontré un compatriote français nommé Georges Galanger. Il était manifestement riche et Michel a immédiatement vu une opportunité pour séparer un homme honnête de son argent, alors il a encouragé Gabrielle à se rapprocher de lui. Monsieur Garanger est tombé sous le charme de la jeune dame et Michel lui a donné la permission de voyager avec son nouveau compagnon à San Francisco et a accepté de les retrouver tous les deux à New York. Cela lui donnerait suffisamment de temps pour élaborer un plan pour le voler. Cependant, un problème est survenu lorsque Gabrielle, qui n'avait jamais eu personne dans sa vie avec qui elle pouvait parler et partager ses pensées et ses sentiments, a commencé à tomber amoureuse du riche et beau gentleman. Elle lui a parlé de l'histoire criminelle de Michel et de son plan pour le voler à New York. Pendant ce temps, en France, un ouvrier routier à Vernation avait trouvé un grand sac en toile cirée sous un buisson et à l'intérieur se trouvait un corps. L'autopsie a eu lieu le 14 août et il a été conclu que le défunt était mort par strangulation à un moment donné au cours des 3 à 5 semaines précédentes. Il n'y avait pas de nom pour le défunt et personne à Vernation, qui est une petite ville au sud de Lyon et à près de 500 km de Paris, n'avait signalé de disparition. 2 jours après la découverte du corps, la police qui fouillait la zone est tombée sur un coffre brisé et abandonné. L'odeur était horrible et lorsqu'ils ont inspecté ce qui restait, ils ont conclu que c'était probablement le coffre qui avait transporté le corps. Une inspection plus approfondie a révélé des marques postales indiquant qu'il provenait de Paris. La police de Vernation a contacté le commissaire de police de Paris, un gentleman très respecté nommé Monsieur Marie-Françoise Goron. Le commissaire Goron n'avait pas de nom pour le défunt, mais était déterminé à résoudre le crime intrigant. Il a rapidement présumé que le meurtre avait eu lieu à Paris et que le corps avait été transporté dans le coffre jusqu'à Lyon, puis abandonné dans la campagne près de Venation. Il n'avait pas de véritable piste dans l'affaire, alors il a informé la presse de tout ce qu'il savait jusqu'à présent et a envoyé le coffre pour être réparé. Alors que la nouvelle du crime se répandait à travers Paris et que l'enquête s'intensifiait,
le nom de Toussaint Augustin Goff a été mentionné comme une possible victime. Il avait disparu peu de temps avant que le corps et le coffre ne soient découverts. La police a questionné son entourage. Une seconde autopsie a été réalisée et cette fois, la police a pu identifier que le défunt était bien Monsieur Goff. Des blessures antérieures à sa jambe et à sa cheville, ainsi que des dossiers dentaires et la couleur de ses cheveux, ont confirmé sans aucun doute qu'il s'agissait bien de lui. Mais qui était responsable de ce crime horrible ? Il n'y avait aucun suspect. Le défunt travaillait comme huissier, il n'aurait donc pas été populaire parmi beaucoup de gens à Paris. Quand le coffre réparé fut rendu, le commissaire Gorin a ordonné son placement dans une morgue parisienne pendant 1 semaine. Fascinés par le crime non résolu dont les journaux français parlaient constamment, des centaines de personnes attendaient patiemment en ligne chaque jour pour le voir. Avec l'affaire de nouveau au premier plan de l'esprit du public, un témoin s'est présenté pour informer la police que Michel Leroux n'avait pas été vu à Paris depuis que M. Goff avait disparu. Il a aussitôt été vu comme un suspect et une enquête a été ouverte. Ils ont rapidement appris qu'il avait une maîtresse nommée Gabrielle Bompas, et ils n'ont trouvé personne qui les avait vus tous les deux depuis le 29 juillet. Le commissaire Gorin pensait qu'il était probable que ce couple soit lié au meurtre de M. Goff. Cependant, la police devait agir avec prudence car la famille Goff avait offert 500 francs à quiconque pourrait identifier le coffre. Cela avait entraîné de nombreuses suggestions de la part des Parisiens, espérant obtenir la récompense. En décembre 1889, le commissaire Gorin a reçu une lettre du propriétaire d'une pension de famille à Londres qui a déclaré qu'il se souvenait de l'homme nommé Michel Héroux, accompagné d'une jeune dame nommée Gabrielle qui avait entêté des invités dans son établissement. Il a également déclaré qu'ils sont partis le 14 juillet, voyageant en train jusqu'au port de New Haven, puis prenant un bateau pour la France. Il se souvenait bien d'elle, car elle avait acheté un grand coffre à Londres et l'avait ramené avec elle, mais il était presque complètement vide. Des détectives français ont été envoyés à Londres, et le magasin qui a vendu le coffre à Michel et Gabrielle a été localisé sur Euston Road, à Londres. Le propriétaire du magasin a confirmé qu'il avait été acheté par un Français le 12 juillet, et même si cela faisait 6 mois depuis l'achat, le propriétaire du magasin a identifié Michel Leroux comme l'acheteur. La femme du propriétaire de la pension de famille l'a également identifié. Le commissaire Gorin pensait avoir trouvé les responsables du meurtre, mais il ne savait pas exactement où cela avait eu lieu. Il supposait que certains étaient à Paris, mais n'avait aucune idée de la rue ou de la propriété dans laquelle ils se trouvaient hantés. Et où étaient Michel et Gabrielle ? La police a parlé à des personnes qui les connaissaient, mais personne ne les avait vus depuis plus de 6 mois. De leurs enquêtes, la police a appris que Michel n'était pas étrangère au voyage à l'étranger. Alors, supposant qu'il ait pu le faire à nouveau, le commissaire Gorin a contacté des détectives en Angleterre, au Canada et aux États-Unis. Peu de temps après, la photo de Michel a été publiée dans des journaux de l'autre côté de l'Atlantique. Michel Héroux et Gabrielle Bompard étaient devenus 2 des criminels les plus recherchés de l'époque. Comme Gabrielle s'était tellement attachée au nouveau gentleman de sa vie, au lieu de retrouver Michel à New York, elle a insisté pour qu'elle et M. Garanger retournent en France via le Canada. Quand il a accepté, elle a commencé à lui raconter l'histoire de sa vie tragique et comment Michel était un escroc et un arnaqueur et responsable de la mort de Tucson Augustin Goff, le 21 janvier 1890. Le commissaire Gorin a reçu une lettre de New York et quand il l'a ouverte, il a été étonné de voir que l'expéditeur était Michel Héroux. Michel a écrit qu'après avoir vu sa photo dans les journaux, il voulait informer le commissaire qu'il était complètement innocent de tout crime et qu'il avait été un bon ami du défunt. Il a ajouté que lorsqu'il était à Londres, il avait acheté une grande malle pour une jeune dame qu'il connaissait nommée Mademoiselle Gabrielle Bompard, mais elle lui avait plus tard informé qu'elle l'avait vendue. Il était allé en Amérique avec la jeune dame car il se trouvait dans une situation financière très précaire et voulait profiter des meilleures opportunités qu'il croyait disponibles à New York.
La lettre continuait en disant que mademoiselle Bompas l'avait quitté pour un autre homme, et même si c'était quelqu'un qu'il aurait souhaité ne jamais rencontrer, il estimait qu'elle était innocente de tout crime contre Monsieur Goff. Il a conclu la lettre en promettant au commissaire que lorsque mademoiselle Bompas arriverait à Paris, il reviendrait également. Le commissaire trouvait remarquable qu'il reçoive une correspondance de son principal suspect, mais le lendemain, il fut encore plus surpris lorsqu'une jeune dame entra dans le commissariat et déclara qu'elle était mademoiselle Gabrielle Bompard. Elle a raconté au commissaire toute l'histoire de la façon dont elle avait été une complice malgré elle dans le meurtre de Monsieur Gouff, mais elle a également dit que tout ce qu'elle avait fait était de le ramener à la propriété. Elle ne savait rien de ce qui s'était passé après cela. Elle a confirmé qu'elle avait foi en la justice française et voulait retourner à Paris et traduire Michel Héroux en justice. Après avoir signé sa déclaration, Gabrielle Bompas a été arrêtée. La presse a rempli leur première page avec l'histoire et lorsque la nouvelle de l'arrestation de Gabrielle est parvenue à New York, Michel a rapidement quitté la ville et s'est rendu au Mexique. Il n'est pas resté longtemps au Mexique, avant de naviguer vers Cuba. Il pensait être en sécurité ici et avoir le temps de réfléchir à la suite. Cependant, avant qu'il ait eu l'opportunité de faire d'autres plans, il a été reconnu par un marchand de tissus qu'il a signalé aux autorités. Il a été arrêté et en juin 1890, Michel a été renvoyé en France. Le procès de Michel Héroux et Gabrielle Bompard a eu lieu devant le tribunal Aziz de Paris le 16 décembre 1890 et a fait parler de lui en France. L'accusation a décrit les événements qui ont eu lieu. Ils ont établi que le 26 juillet 1889, Gabrielle a attiré M. Goff dans l'appartement qu'ils avaient loué et a placé une corde autour de sa tête. Le plan a mal tourné lorsque la poulie a cassé. Alors Michel a pris le relais et a étranglé la victime. Cependant, il n'avait pas beaucoup d'argent sur lui, et tout ce qu'ils ont pu récupérer était une montre et 150 francs. Michel est ensuite allé au bureau de l'homme décédé, mais n'a pas réussi à trouver d'argent, et est parti les mains vides, ne repérant pas les 14 000 francs qui étaient sur son bureau. Le lendemain, le couple a pris le train pour Lyon. Une fois là-bas, ils ont loué un véhicule et se sont rendus dans une zone boisée où ils ont jeté le corps. Plus loin sur la route, Michel a détruit le coffre. Puis le 29 juillet, ils se sont rendus en Angleterre, puis au Canada et aux États-Unis. Le parquet pensait que c'était une affaire classée sans suite. Les deux accusés étaient incoupables, mais Gabrielle n'était pas sur le point de simplement s'allonger et admettre qu'elle était responsable de ce crime horrible. Elle n'allait pas non plus perdre son moment sous les projecteurs. Elle arrivait tous les jours au tribunal vêtue d'une belle robe et souriait aux photographes. Elle savait que les photos prises chaque jour par les photographes seraient vues sur les premières pages du jour suivant. Les foules l'acclamaient donc. Ils semblaient quelque peu fascinés par elle, et comme la presse l'utilisait pour vendre encore plus de journaux, il commençait à devenir clair que l'opinion publique se déplaçait en sa faveur. Elle n'était plus considérée comme une meurtrière calculatrice, mais était maintenant perçue comme la jeune victime innocente d'un homme 2 fois plus âgé qu'elle. Gabrielle a plaidé des circonstances atténuantes et a dit au tribunal que Michel l'avait hypnotisée. Des témoins ont témoigné que depuis qu'elle était enfant, elle avait la capacité de tomber dans un sommeil profond lors de séances d'hypnose. Un journal français a imprimé le titre « Meurtre sous hypnose » et pour la première fois en France, l'hypnose a été utilisée comme défense lors d'un procès criminel. La question centrale était de savoir si la vulnérable Gabrielle Bompas, âgée de 21 ans, était coupable de meurtre ou si elle était sous l'emprise hypnotique de Michel Héroux. Michel a cependant attribué le meurtre à la calculatrice et rusée mademoiselle Bompas. Il a dit qu'il était captivé par elle et qu'il se contentait d'exécuter ses instructions. Il savait que toutes les preuves étaient contre lui et s'était résigné à être reconnu coupable. Mais s'il devait faire face à la guillotine, il était déterminé à s'assurer que Gabrielle le soit aussi. Il se sentait trahi par elle.
Lorsque le procès s'est terminé, le jury est sorti pour délibérer, et lorsqu'ils sont revenus quelques heures plus tard, le président du jury s'est levé, et lorsqu'on lui a demandé si le jury avait trouvé l'accusé, Michel Héroux, coupable ou non coupable, le président a répondu « coupable » et le juge l'a condamné à mort. Lorsque le juge a demandé si le jury avait trouvé l'accusé, Gabriel Bompas, coupable ou non coupable, le président a répondu coupable, mais en raison de circonstances atténuantes, et le juge l'a condamné à 20 ans de travaux forcés. Michel a fait appel de sa condamnation, mais ses tentatives pour la faire commuer ont échoué, et le matin du 3 février 1891, Michel Héroux est allé à la guillotine. Après sa condamnation, Gabrielle a été envoyée à la prison pour femme de Nanterre avant d'être transférée à la prison de Clermont. Elle a été libérée en 1905 après avoir purgé 15 ans. Au moment de sa libération, l'affaire qui avait dominé les journaux parisiens en 1890 avait largement été oubliée et elle a vécu le reste de sa vie dans l'obscurité avant de mourir au début des années 20. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, veuillez laisser vos commentaires ou retours que vous pourriez avoir et je vous verrai dans le prochain dossier.